À Bagdad, en 2005, la ville, marquée par la guerre, saignait et suffoquait dans le désespoir. Un soleil brûlant, tel de la lave en fusion, se déversait sur les rues meurtries, incinérant les vestiges de vie. Dans l'air vicié, flottait un épais brouillard de peur, imprégné de l'odeur âcre de la poudre et des ruines fumantes. Au cœur de ce chaos inimaginable, telle une fleur fragile perçant l'asphalte, travaillait Florence Aubenas, une journaliste française. Elle était arrivée en Irak, animée d'une soif inextinguible de justice et du désir de porter à l'attention du monde la vérité sur les événements tragiques qui se déroulaient sur cette terre déchirée par la guerre. Florence, une femme à l'esprit pénétrant et au cœur sensible, était l'incarnation du courage professionnel et d'une détermination inébranlable. Elle ne craignait pas de risquer sa propre vie pour mettre en lumière le sort de ceux qui étaient privés de voix, ceux dont les souffrances restaient invisibles dans le flux mondial d'informations. Dans ses yeux brûlait le feu de la conviction, alimenté par la foi en la puissance du journalisme comme instrument de changement. Malgré le risque colossal, Florence Aubenas, à l'instar de nombreux reporters courageux, persistait dans son travail, consciente de l'importance de relater fidèlement les événements en Irak. Elle nourrissait l'espoir naïf que son travail puisse changer le monde, que la vérité perce l'armure de l'indifférence et force les puissants à reconnaître la douleur et la souffrance du peuple. Mais la réalité s'avéra bien plus brutale et imprévisible. Bagdad, une ville où les illusions se dissipent plus vite que les mirages dans le désert. Son guide, Hussein Hanan, un vrai fils d'Irak qui connaissait chaque recoin de cette ville antique comme sa poche. Telle une ombre surgie des ruelles sombres, il était aussi expérimenté et prudent qu'un renard. Toutefois, il ne fut pas assez perspicace pour la préserver du danger imminent. Dans ses yeux, habituellement cachés dans la pénombre, on pouvait lire un mélange de peur et de froide détermination, une empreinte de la longue lutte pour la survie dans ce chaudron bouillonnant. Une ville où, selon les Nations Unies, des dizaines de milliers de civils avaient péri au cours des 2 années précédentes, contraignant chacun à des compromis avec sa conscience pour rester en vie. Le 2 janvier 2005 marqua une rupture fatidique, scindant la vie de Florence en un avant et un après. Avec Hussein, elle se rendait dans le quartier de Sadr, un bastion de la résistance et un lieu où, selon Human Rights Watch, les droits humains étaient régulièrement bafoués. Leur objectif, recueillir les témoignages des habitants locaux dont les voix parvenaient rarement jusqu'aux oreilles du monde occidental. Soudain, leur véhicule fut pris au piège, encerclé par plusieurs voitures telles des prédateurs affamés. Des hommes armés, le visage dissimulé derrière des masques, en surgirent, leur regard glacial trahissant une menace imminente. Ce jour funeste reflétait la réalité tragique de Bagdad, où la violence et la peur étaient devenues monnaie courante, et l'espoir, une illusion fragile. Surgissant des ténèbres nocturnes telles des spectres, leurs mouvements précis et leur efficacité implacable rappelaient ceux de soldats aguerris. Florence et Hussein, pris au dépourvu, n'eurent pas le temps de réagir qu'ils étaient déjà séparés et violemment jetés dans des voitures distinctes. Ainsi débuta le cauchemar personnel de Florence, une plongée abrupte dans un abîme d'angoisse et d'incertitude. Derrière cet enlèvement audacieux se cachait une organisation obscure, l'armée de l'islam. Peu après la disparition de Florence et Hussein, le groupe terroriste revendiqua l'acte, diffusant une vidéo macabre qui choqua la France entière. On y voyait Florence et Hussein, visiblement épuisés et abattus, assis devant un drapeau noir flottant au vent, symbole funeste d'une idéologie radicale. L'ultimatum des ravisseurs éclata comme un coup de tonnerre, le gouvernement français devait abroger la loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques, une loi en vigueur depuis le 11 février 2004. Le sort de Florence et Hussein était scellé. Le gouvernement français se trouvait face à un dilemme infernal. Céder au chantage terroriste ouvrirait une brèche dangereuse, menaçant la sécurité de tous. Mais l'inaction signait l'arrêt de mort d'une citoyenne française. La pression publique montait, exigeant une solution à ce labyrinthe mortel. Comment sauver Florence et Hussein sans trahir les principes de la République? La question résonnait dans les couloirs du pouvoir. Des négociations secrètes s'intensifiaient, des canaux cachés reliant les diplomates français aux émissaires de l'armée de l'islam, une toile tendue au-dessus d'un abîme de désespoir. Dans une atmosphère électrique, les négociations battaient leur plein. Chaque parole, chaque regard était pesé au trébuchet. Bluff et menaces s'entremêlaient en une danse complexe, dont l'issue déciderait du sort de Florence. Florence, elle, languissait, captive. Sa geôle, une pièce sordide et sombre, était l'antichambre du désespoir. Sans fenêtre, elle était coupée du monde, prisonnière d'un silence oppressant. Une chaîne massive entravait ses mouvements, l'arrivant à un mur de pierre glacée. Plus qu'une entrave physique, c'était le symbole de son impuissance.
Son seul lien avec l'extérieur résidait dans les rares visites de ses gardiens. Des hommes taciturnes et austères, dont les visages impassibles ne laissaient filtrer aucune émotion. Ils lui apportaient une nourriture frugale, fade et dénuée de toute valeur nutritive, lui rappelant sans cesse sa condition misérable. Florence tentait désespérément de briser leur mutisme, espérant susciter un mot, un geste de compassion. Mais ses suppliques se fracassaient contre le mur de leur indifférence. Le temps s'étirait avec une lenteur exaspérante, chaque heure semblant une éternité, chaque jour une année. Dans de telles conditions, comme l'ont démontré les études menées par des psychologues au XXe siècle, à l'image de la célèbre expérience de Stanford de Philippe Zimbardo, même les esprits les plus résilients sont susceptibles de développer une dépression, des troubles anxieux et un sentiment de désespoir profond. La monotonie, la privation sensorielle et l'absence de contact humain exercent un effet destructeur sur le psychisme, comme en témoignent les nombreux récits d'anciens otages ayant vécu des situations similaires, à l'instar d'Ingrid Betancourt, qui a passé plus de 6 ans captive aux mains des rebelles colombiens, ou de Terry Anderson, journaliste retenu en otage au Liban pendant 6 ans et 9 mois. Les jours se succédaient, uniformes et interminables. Florence, afin de ne pas sombrer dans l'oubli, marquait le temps qui passait en gravant des traits sur la surface rugueuse du mur. Chaque nouvelle entaille devenait le témoin silencieux de son enfermement, un jalon sur le chemin de l'inconnu. Dans le silence, brisé seulement par des bruits lointains, elle élevait des prières, s'adressant à des forces supérieures et se remémorant les visages de ceux qu'elle aimait. La peur, tel un vent glacial, lui transperçait l'âme. Elle craignait que le temps n'efface son souvenir du cœur de ses proches, qu'elle ne sombre dans l'oubli au fin fond de ce coin perdu du monde, oublié de tous. Hussein, son fidèle compagnon, se trouvait dans la pièce voisine. Séparés par un mur, Florence et Hussein étaient privés de toute communication directe, mais la jeune femme percevait la présence de son compagnon. Savoir Hussein vivant était pour elle une source inépuisable de force. Leur lien spirituel demeurait un fil indestructible, les unissant au cœur de cet enfer. Ils devaient tenir bon, coûte que coûte. Se soutenir mutuellement était leur seul espoir de salut, leur unique chance d'échapper à leur captivité et de retrouver une vie normale. À des milliers de kilomètres de là, en France, une enquête d'envergure, baptisée « Labyrinthe de mensonges et de trahison », était en cours. Conscients de la gravité de la situation, les forces de l'ordre travaillaient jour et nuit pour localiser Florence et Hussein. Chaque indice, chaque détail, était analysé avec minutie, telle une pièce d'un puzzle complexe. Plus de 500 personnes étaient affectées à l'opération, parmi lesquelles des agents de la 6e division de la Direction générale de la sécurité extérieure et des experts du 5e bureau de la Direction centrale de la police judiciaire. L'enquête se heurtait à de nombreux obstacles et contradictions, confirmant la thèse d'un enlèvement méticuleusement orchestré, commandité par de puissantes figures. Alors que chaque jour qui passait amenuisait l'espoir d'une issue favorable, les enquêteurs persévéraient, animés par un sens aigu du devoir et une foi inébranlable en la justice. Le commissaire Jacques Leroy, un vétéran de la police endurci par des années d'expérience, dirigeait une enquête qui, dès les premières minutes, semblait pratiquement insoluble. Son équipe s'évertuait à recueillir des informations, interrogeant minutieusement le peu de témoins disponibles et analysant chaque seconde des vidéos prétendument diffusées par la tristement célèbre « Armée de l'Islam ». Leroy, homme d'une moralité inflexible et d'un dévouement absolu à son travail, était réputé pour son obstination et son courage. Malgré la fatigue profonde qui se lisait dans ses yeux, son regard trahissait une détermination inébranlable à mener l'affaire à son terme, quels que soient les obstacles. L'enquête se heurtait à de sérieuses difficultés. Les enquêteurs progressaient avec difficulté à travers un labyrinthe de mensonges et de trahisons. La peur paralysait les témoins potentiels, les contraignant au silence, craignant pour leur vie et celle de leurs proches. Bagdad, ville où la vie humaine semblait avoir perdu toute valeur, ajoutait une atmosphère supplémentaire de danger et de méfiance. L'un des principaux problèmes auxquels l'équipe de Leroy était confrontée était le manque d'informations fiables sur l'armée de l'Islam. Original texte, au cœur des ténèbres de Bagdad, une ombre menaçante planait, l'armée de l'Islam. Ce groupuscule, tristement célèbre pour sa brutalité et son extrémisme, opérait dans la clandestinité la plus totale, dissimulant avec une efficacité redoutable son organisation et ses effectifs. Les services de renseignement, s'appuyant sur des bribes d'informations glanées auprès de transfuges isolés et sur des interceptions de communications cryptées, estimaient que l'armée de l'Islam comptait entre 50 et 100 combattants. Un chiffre incertain, une approximation fragile, tant le voile du secret enveloppait cette organisation. Cette difficulté même à évaluer sa force témoignait de sa discipline de fer et de son hermétisme.
Les membres de l'armée de l'islam, fantômes insaisissables, évoluaient dans l'ombre, rendant leur identification et leur traque extrêmement ardue. L'histoire, témoin des ravages causés par des organisations terroristes prospérant sur le terreau fertile de l'instabilité, rappelait sans cesse la menace que représentait l'armée de l'islam. Ses méthodes barbares et son idéologie implacable semaient la terreur et déstabilisaient la capitale irakienne. Pour le roi, il était impératif de démasquer cette organisation et de traduire ses membres en justice, afin de restaurer l'ordre et la sécurité à Bagdad. Derrière le rideau de l'inconnu se cachait un groupuscule sombre dont l'existence même restait un mystère pour beaucoup. Les enquêteurs soupçonnaient que derrière cette organisation se cachaient des forces bien plus puissantes, dissimulant habilement leurs desseins. Pièce par pièce, tel un puzzle complexe, ils ont commencé à reconstituer les faits. L'enquête a révélé que l'armée de l'islam entretenait des liens étroits avec d'anciens membres du parti Baas, fidèles partisans de Saddam Hussein, l'ancien dirigeant irakien. Cette connexion était étayée par l'analyse des flux financiers et des messages interceptés, révélant des intérêts communs et une coordination des actions. De plus, des liens ont été établis avec des organisations islamistes radicales, démontrant son adhésion à une idéologie extrémiste et sa propension à recourir à la violence. Un appel téléphonique intercepté par les services secrets français a constitué un indice crucial, éclairant les activités de l'armée de l'islam. Cet appel, provenant du cœur de Bagdad, a permis d'identifier l'appelant, un certain Abu Khalid, terroriste notoire lié à Al-Qaïda, organisation terroriste reconnue par de nombreux pays. Abu Khalid s'est avéré être le lien entre l'armée de l'islam et le monde extérieur, assurant le financement et la coordination des actions du groupe. Son rôle consistait à fournir un soutien logistique et financier, ainsi qu'à transmettre les instructions des hauts dirigeants d'Al-Qaïda, confirmant ainsi le caractère transnational de l'armée de l'islam et son appartenance au réseau djihadiste mondial. La capture du chef de ce groupe terroriste était l'unique moyen de libérer Florence et Hussein, pris au piège au centre d'une guerre psychologique impitoyable. Florence, captive, subissait une pression psychologique sans précédent, orchestrée pour briser sa volonté et la contraindre à collaborer avec ses ravisseurs. La stratégie des terroristes se déployait en un arsenal de méthodes raffinées. L'insomnie, résultat d'interrogatoires incessants et de l'absence de conditions de repos décentes, l'épuisait tant physiquement que mentalement. La privation régulière de nourriture affaiblissait son corps, la rendant plus vulnérable aux manipulations. Des menaces de représailles, proférées quotidiennement, tissaient une atmosphère de peur et d'incertitude constante. Les gardes, d'une cruauté particulière, se livraient à d'inhumains jeux d'esprit. Ils désinformaient Florence délibérément, lui assurant qu'elle était oubliée, que personne ne viendrait la secourir. Ces mots, visant à saper sa foi en un sauvetage, étaient destinés à la démoraliser et à lui faire perdre tout espoir. Pour accentuer la pression psychologique, on lui montrait des photos de sa famille, assorties de menaces de mort si elle refusait de coopérer avec les terroristes. Cette technique, connue sous le nom de chantage affectif, est l'une des plus fréquemment employées par les groupes terroristes pour atteindre leurs objectifs. Florence, otage de la terreur, une histoire de résilience selon les études menées par l'Organisation des Nations Unies, près de 60% des victimes d'actes terroristes subissent des pressions psychologiques intenses. Dans le cas de Florence, l'objectif était clair, briser sa volonté, la priver de tout espoir et, ultimement, la contraindre à collaborer avec ses ravisseurs. Malgré les atrocités qu'elle a endurées, Florence a fait preuve d'une résilience hors du commun. Elle comprenait que ses bourreaux cherchaient à anéantir sa détermination et à la plonger dans le désespoir. Refusant de céder, elle puisait sa force dans les souvenirs de sa famille et dans une foi inébranlable en sa libération. Cette conviction et cette résistance sont devenues un bouclier, la protégeant des assauts psychologiques et lui permettant de survivre à des épreuves indicibles. Son histoire est un témoignage poignant de la force de l'esprit humain, capable de résister aux formes les plus perverses de violence et de manipulation. Animée par l'espoir d'être sauvée, elle s'interrogeait sur les motivations de ces tortionnaires. Qu'est-ce qui pouvait bien pousser ces hommes à commettre de tels actes inhumains? Étaient-ils aveuglés par une foi fanatique, à l'image des extrémistes religieux dont les actions ont, au fil des siècles, engendré des bains de sang et la souffrance de millions d'innocents? Étaient-ils poussés par une soif insatiable de gain, transformés en mercenaires impitoyables, prêts à tout pour quelques pièces sonnantes? Dans leur regard, elle décelait un mélange complexe d'émotions, la peur, la haine, le désespoir. Peut-être étaient-ils eux-mêmes des victimes de cette guerre, brisée et perdue. La guerre, comme le démontrent de nombreuses études, laisse des cicatrices psychologiques profondes, menant à l'endurcissement et à la perte d'humanité. Mais, contrairement à elle,
ils avaient choisi la voie de la violence et de la destruction, une voie qui, comme l'histoire l'a prouvé, n'a jamais mené à la paix et à la prospérité. Elle a passé 148 jours en captivité, mais la foi en sa libération ne l'a jamais quittée. Cette foi était comme une lumière au bout du tunnel, lui donnant l'espoir d'un retour à une vie normale. 148 jours, Florence Aubenas les a passés captives, aux mains de militants irakiens. 148 jours emplis de peur, de désespoir et d'un mince espoir vacillant. 148 jours de lutte incessante pour survivre dans des conditions de menaces constantes. En janvier 2005, Florence, journaliste au quotidien français de La Tribune, et son traducteur, Hussein Hanoun, furent pris en otage à Bagdad. L'enlèvement fut revendiqué par le groupe radical Armée de l'Islam, qui formula des exigences politiques précises à l'attention du gouvernement français. S'ensuivirent des mois de négociations secrètes et ardues pour obtenir la libération des otages. Les diplomates français, engagés dans un jeu périlleux, déployèrent tous leurs efforts pour sauver leurs compatriotes. Divers acteurs, dont des représentants des services secrets, des dignitaires religieux et des intermédiaires locaux, furent impliqués dans les pourparlers. En février 2005, après d'intenses tractations, un accord fut finalement conclu entre les diplomates français et l'armée de l'Islam. Les termes de cet accord, notamment le montant d'une éventuelle rançon, demeurent un secret bien gardé par l'État français. Officiellement, Paris a toujours nié avoir versé de l'argent, se tenant à sa politique de ne pas négocier avec les terroristes. Cependant, de nombreux observateurs et journalistes estiment qu'une rançon fut bel et bien payée, bien que son montant exact n'ait jamais été révélé. Pour étayer cette thèse, il souligne qu'après la libération de Florence et Hussein, l'armée de l'Islam intensifia considérablement ses activités, ce qui pourrait indiquer qu'elle avait bénéficié d'un apport financier conséquent. Le 20 février 2005, Florence et Hussein furent libérés. Déposés aux abords de Bagdad, à quelques kilomètres d'une base militaire américaine, ils patientèrent, épuisés mais vivants, au bord de la route. Lorsqu'elle aperçut les soldats français approchant, Florence fut submergée par un immense soulagement. Après 6 longs mois de captivité, elle était enfin libre, de nouveau sous la protection de sa patrie. 6 mois d'enfermement relégués au passé. Des larmes de joie inondèrent son visage. Florence était libre. Mais le triomphe de la justice avait-il résonné dans le tribunal où son sort avait été décidé? Après des mois d'isolement, tel un oiseau s'échappant de sa cage, elle retrouva enfin le chemin de la France. Florence, accueillie en héroïne nationale, était devenue un symbole de résilience et d'espoir. Son histoire d'enlèvement, digne d'un roman, avait ébranlé le monde entier. Journaliste intrépide, travaillant en zone de conflit, Florence avait été capturée par des terroristes sans scrupules. Pourtant, elle trouva la force de relater son calvaire. Son livre, récit poignant de son expérience, de sa lutte acharnée pour survivre dans des conditions inhumaines, connut un succès fulgurant. Il se hissa rapidement au sommet des classements, devenant un best-seller vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Plus qu'un simple témoignage, l'ouvrage devint un avertissement face à la menace grandissante du terrorisme. Parallèlement, l'enquête sur son enlèvement se poursuivait sans relâche. Les autorités françaises, en collaboration avec leurs partenaires internationaux, œuvraient sans relâche pour identifier tous les responsables de l'enlèvement de Florence et de son collègue Hussein. Leurs efforts finirent par payer, la police remonta la piste de plusieurs membres du groupe radical l'Armée de l'Islam, qui avaient revendiqué l'enlèvement. Plusieurs suspects furent arrêtés et traduits en justice, accusés de terrorisme, d'enlèvement et de séquestration. Au cœur d'une opération spéciale menée par les forces américaines en Irak, Abou Khalid, un des chefs de file de l'Armée de l'Islam et présumé complice dans l'enlèvement de Florence, a été neutralisé. Sa disparition marque un revers significatif pour l'organisation terroriste, sans pour autant effacer complètement l'injustice subie. L'histoire de l'enlèvement de Florence a ravivé les consciences sur la fragilité de la liberté d'expression et les périls auxquels sont confrontés les journalistes en zone de conflit. Son récit est une ode au courage, à la résilience et à la foi en la justice, autant d'éléments qui lui ont permis de survivre et de retrouver son foyer. Cette affaire a suscité une vive émotion et mis en lumière l'impérieuse nécessité de protéger les droits des journalistes dans les points chauds du globe. Des organisations internationales, à l'instar de Reporters sans frontières, ont redoublé d'efforts pour garantir la sécurité des reporters et lutter contre l'impunité des crimes commis à leur encontre. Le cas de Florence a contribué à un renforcement des mesures de protection pour les journalistes exerçant dans des régions à haut risque. Le procès relatif à son enlèvement s'est distingué par sa durée et sa complexité. Les accusés ont nié avec véhémence toute implication, arguant que leurs actions avaient été dictées par une pression irrésistible et une contrainte.
Ils ont plaidé avoir été des participants involontaires, privés de leur libre arbitre. Malgré les arguments présentés, la Cour les jugea coupables et prononça une sentence sévère, les condamnant à de longues peines de prison. Une question légitime se pose alors, cette décision est-elle pleinement équitable? La peine infligée est-elle suffisante pour expier le crime commis? Ces interrogations, loin d'avoir une réponse simple, alimentent le débat sur les limites de la responsabilité et la notion de justice réparatrice. L'histoire de Florence Aubenas illustre parfaitement la fragilité du monde et l'inébranlable résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Son expérience est un rappel poignant que la guerre est un mal absolu, aveugle et impitoyable. Son récit témoigne que, même dans les heures les plus sombres du désespoir, il est possible de préserver une étincelle d'espoir et de croire en des jours meilleurs. La journaliste Florence Aubenas et son traducteur irakien, Hussein Hanoun al-Sadi, furent pris en otage en Irak en janvier 2005, alors qu'elle travaillait comme envoyée spéciale pour le journal français Les Libérations. Sa captivité dura 157 jours. Sa libération fut le fruit de négociations complexes impliquant des diplomates français et des représentants des autorités irakiennes. L'Odyssée de Florence Aubenas, une journaliste française enlevée, a secoué la France et le monde entier, illustrant les périls croissants auxquels sont confrontés les reporters en zone de conflit au XXIe siècle. Son retour à la liberté fut perçu comme un phare d'espoir pour d'autres otages, une preuve tangible que même dans les situations les plus désespérées, une issue est possible. Cette épreuve a mis en lumière l'importance cruciale de la diplomatie et de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et la libération des innocents. Le courage indomptable de Florence Aubenas, qui a repris son travail de journaliste après sa libération, témoigne de sa force de caractère et de sa foi inébranlable en sa vocation. Son histoire est une source d'inspiration pour les reporters du monde entier qui œuvrent dans des régions dangereuses, un rappel vibrant de l'importance de leur mission, rapporter la vérité. Son expérience poignante nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, il est essentiel de cultiver l'espoir et de croire en un avenir meilleur. Florence Aubenas incarne la résilience humaine, la capacité de surmonter des épreuves terribles tout en restant fidèle à ses convictions. Durant les 2 dernières décennies, plus d'1 millier de journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, un chiffre alarmant qui souligne la vulnérabilité de cette profession. Son enlèvement a incité les forces de l'ordre et les services de renseignement du monde entier à réévaluer leur stratégie de lutte contre les organisations terroristes. Il est devenu évident qu'une coopération étroite et un échange d'informations entre les nations sont indispensables pour contrer efficacement le terrorisme, de même que l'élaboration de stratégies novatrices qui tiennent compte des réalités contemporaines. Les organisations internationales, à l'instar d'Interpol, jouent un rôle primordial dans la coordination des efforts de lutte contre le terrorisme, mais il est impératif de renforcer davantage la collaboration internationale. Par ailleurs, l'histoire de Florence Aubenas illustre de manière saisissante un courage hors du commun, une résilience inébranlable et une foi indéfectible en ses idéaux. Durant sa captivité, elle n'a pas cédé à la pression des circonstances, n'a jamais perdu espoir et a continué de croire en son métier. Son parcours a inspiré d'innombrables journalistes et défenseurs des droits de l'homme à travers le monde, devenant un symbole de résistance et d'une volonté inflexible de liberté. Florence Aubenas est devenue l'incarnation de l'espoir pour tous ceux qui sont retenus en otage ou confrontés à l'injustice. Son récit est un vibrant appel à la paix, à la cessation de la violence et à la défense des droits de l'homme. Il nous rappelle que nous ne devons jamais oublier ceux qui souffrent des guerres et des conflits, ceux qui ont besoin de notre aide et de notre soutien. Il est impératif de déployer tous les efforts possibles pour libérer les otages et assurer la sécurité des journalistes qui travaillent dans les régions dangereuses du monde. L'histoire de Florence Aubenas est un appel à la solidarité et à l'action, afin de construire un monde plus sûr et plus juste pour tous. Florence Aubenas, forte de son expérience, a retrouvé le chemin du journalisme, poursuivant sa mission dans les zones les plus périlleuses du globe. Comme auparavant, elle se rend sur les théâtres de conflit, déterminée à défendre par ses écrits ceux qui sont privés de parole et ont besoin d'aide. Consciente des risques considérables qu'elle encourt, elle reste fidèle à sa conviction de l'importance de son travail. Son parcours est un témoignage éloquent de la capacité humaine à se relever après les épreuves les plus dures. Elle a puisé en elle la force d'avancer, malgré les profondes blessures de l'âme qui, telles des cicatrices indélébiles, la marqueront à jamais. Dans le regard de Florence Aubenas se reflète à jamais le souvenir de l'enfer de Bagdad, les 6 mois de captivité qu'elle a vécu en Irak en 2005, lorsqu'elle et son traducteur, Hussein Hanoun, ont été pris en otage. Cette expérience fut une cruelle leçon sur la fragilité du monde et la valeur inestimable de la liberté, comme elle l'a souvent souligné dans ses entretiens. En écoutant l'histoire de Florence Aubenas,
souvenons-nous de la facilité avec laquelle la paix et la liberté peuvent être perdues, et redoublons d'efforts pour que des tragédies telles que sa détention ne se reproduisent plus. Son histoire n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un rappel que la liberté d'expression doit être constamment protégée. Il est impératif de chérir chaque jour de paix, car la vérité, tel un rayon de lumière, finit toujours par percer les ténèbres les plus profondes. La question cruciale réside dans le prix à payer pour cette illumination. L'histoire humaine, des guerres puniques de l'Antiquité opposant Rome et Carthage aux tragédies du XXe siècle, telles que la Première et la Seconde Guerre mondiale, témoignent du coût exorbitant de la paix et de la liberté. Les conflits, qui fauchent des millions de vies, détruisent des villes et anéantissent des cultures entières, sont un amer rappel de la fragilité de l'existence humaine. Le prix de la paix se mesure souvent non seulement en vies humaines perdues, mais aussi en décennies, voire en siècles, de déclin économique, d'instabilité sociale et de profondes blessures psychologiques, transmises de génération en génération. Les conséquences de la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, qui a ravagé l'Europe et laissé derrière elle désolation et famine, en sont une preuve tangible. De même, la guerre du Vietnam, dans la seconde moitié du XXe siècle, a non seulement entraîné d'énormes pertes humaines, mais a également infligé des blessures profondes à la société américaine. C'est pourquoi, en nous souvenant du passé, nous devons réaliser que la paix n'est pas un acquis, mais une lutte constante pour la justice, l'égalité et la compréhension mutuelle. Chaque jour de paix est le fruit des efforts de nombreuses personnes, des diplomates et des politiciens aux citoyens ordinaires, qui aspirent à la construction et à la coopération. Ignorer les leçons de l'histoire, céder à l'agresseur et tolérer la haine mène inévitablement à de nouveaux conflits et à de nouvelles souffrances. La prise de conscience de cette vérité fondamentale, associée à une valorisation sincère de chaque instant de paix, représente la clé de voûte de notre survie et de notre épanouissement. Chaque seconde de calme devient alors un trésor inestimable, un pilier sur lequel bâtir un avenir prospère et durable.